Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3, bienvenue sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire. 90 minutes à passer ensemble pour analyser, décrypter toute l'actu du monde du sport d'ici et d'ailleurs. 20h30, 22h, installez-vous confortablement. La grande team démarre maintenant, sommaire. Au sommaire de ce numéro de la grande team, les informations sportives d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Neymar, une opération et le pari d'être au mondial, ça fait le buzz. Cannes 2025, libération des internationaux, quel impact sur les éléphants? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Et la CAN, c'est bientôt sur l'ensemble du groupe RTI, bien sûr, et c'est du 21 décembre au 18 janvier 2026. La 3 pour vibrer, Radio Côte d'Ivoire pour vivre, et puis RTI Play pour revivre. Et puis pour m'accompagner pour cette émission de ce soir, bien sûr, Auria, bonsoir. Bonsoir, Dorgeles Roufi. Vous allez bien? Super bien. Et juste à côté, Noël Boli. Oui, Dorgeles, comment ça va? La journée s'est très bien passée? Impeccable. Impeccable. Et puis, en compagnie également de José Gatti. Bonsoir. Bonsoir, Dorgeles. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et juste à côté de Gatti, nous avons bien sûr Jean-Martial Lopo, bien sûr. Il est agent de joueur et puis agent de Yann Diomondé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kofi. Bienvenue. Merci beaucoup. Allez, très content de vous avoir sur ce plateau pour l'émission de ce soir. On rappelle la question LGT de ce soir, CAN 2025, libération des internationaux. Quel impact sur les éléphants? Pour participer à l'émission, ça sera dans l'actu, plus 225 27 21 59 93 99. À présent, place à notre première rubrique LGT News. LGT News. Début des news avec le kickboxing, championnat national, les combattants en flammes, l'Agora de Port-Bouët. Ils étaient 51 combattants, dont 16 dames et 35 hommes, issus de 22 clubs à prendre part à la phase finale de kickboxing le week-end dernier. En effet, les meilleurs athlètes retenus lors des phases éliminatoires régionales du centre-ouest et du sud-est se sont mesurés sur le ring à travers des combats âprement disputés. Au finish, chez les dames, cadettes et seniors, Ouattara Maïmouna, 50 kg, Kamara Abibatou, des 55 kg, se sont imposés. Chez les hommes seniors et cadets, Boumi Ezaï, des 60 kg, Kofi Yao Terence, des 85 kg, et Kone Tiemoko, des 55 kg chez les cadets, ont fait mordre la poussière à leurs différents adversaires. D'autres combattants se sont également distingués. Il s'agit, chez les seniors, de Kalo Umaru, des 65 kg, de Iritier Bi-Ange, des 75 kg, et de Iritier Willy, des 80 kg. Bon, disons que l'entraînement, c'est un quotidien. Je m'entraîne 6 jours par semaine. Voilà, donc c'est une question d'habitude. Voilà, je m'entraîne fort aussi. Je suis assidu à mes entraînements. Il faut dire que le bilan il est positif. Hein. Je m'attendais à moins que ça, mais heureusement pour moi, je suis satisfait. Vous savez que les 2 championnats, c'est pratiquement des championnats amateurs. Quand je dis amateurs, c'est pratiquement des combattants qui n'ont jamais, sont jamais montés sur un ring. C'est leur première fois de monter sur un ring, donc ils se sont bien débrouillés. Vous avez vu que c'était des combats de qualité et ça me donne encore l'espoir de former une bonne équipe pour l'année 2026. Donc c'est une joie pour moi. Tennis de table, 3e Open national 2025. Sodemi, tennis de table, grand vainqueur. Le 3e Open national 2025 de tennis de table, organisé du lundi 24 novembre au samedi 6 décembre dernier, s'est achevé au gymnase Mzi Joseph Gabriel de Cocody avec la victoire de Sodemi. Cette formation de tennis de table a raflé au total 5 trophées sur les 6 finales disputées. Sodemi Tennis de table confirme ainsi sa suprématie dans cette discipline au niveau de la Côte d'Ivoire. À l'issue de cette compétition, Cercle Ivoire est arrivé en 2e position avec 2 trophées, tandis que l'Union Diaspora complète le podium à égalité d'un trophée avec HCC. Il faut souligner que ce sont 8 clubs qui ont pris part à ce 3e Open national organisé par le club de tennis de table de la Sodemi dans le cadre de l'exécution de son programme d'activité 2025. À la grande satisfaction de son président Kouadio Yao Thierry, qui n'a pas manqué de féliciter toutes les bonnes volontés qui ont apporté leur soutien à la réussite de ce tournoi.
Pêche sportive, Gone Fishing remporte le Barracuda Challenge 5. La 5e édition du Barracuda Challenge s'est déroulée les 6 et 7 décembre 2025. Cette édition 2025 a réuni 15 équipages animés par la passion et l'esprit de convivialité. Pendant 2 jours, les équipes se sont affrontées dans une ambiance chaleureuse où performance et fair play sont allés de pair. Moment phare de la compétition, l'épreuve du plus gros poisson a donné lieu à une égalité parfaite. 2 équipes, à savoir Gone Fishing et Mick Marine, ont chacune ramené un poisson impressionnant de 13,10 kg, un record partagé qui témoigne du niveau de cette édition. Dans le respect total de l'esprit sportif, le prix de 1 million de francs CFA a été équitablement réparti. À l'issue des 2 jours de compétition, le classement final s'est dessiné comme suit. Premier, Gone Fishing. Deuxième, Gladiator. Troisième, Smokehouse. Une performance remarquable pour l'ensemble des équipages qui ont offert du spectacle du début à la fin. On invite tout le monde à venir l'année prochaine participer à ce festival-là. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas la pêche, de venir apprendre tous ces poissons que nous prenons. Et chaque compétiteur donne au moins un poisson qui va à l'orphelinat ou à l'hôpital où on fait des dons de repas pour les enfants démunis dans la rue. Je suis positif dans les années qui vont suivre que ce sport-là va prendre beaucoup d'ampleur. Il suffit d'avoir une bonne réglementation et d'avoir de bons sponsors derrière et aussi d'avoir beaucoup de respect pour les poissons. Football, Maracana, tournoi de l'amitié du Carg. Somassi s'offre le trophée. Somassi succède à AMC de Korogo à l'issue du tournoi de l'amitié du club des Amis de la Riviera Golf, disputé les samedis 6 et dimanche 7 décembre dernier. Le vainqueur de la 27e édition a battu en finale CAM de Boaké sur le score de 1-0. Oh, très satisfait, hein. Tu sais, c'est pas la première fois. Nous sommes à notre 6e participation et ça fait la 4e fois que nous remportons ce trophée. Donc nous sommes très satisfaits et très contents d'ailleurs de l'organisation de cette grande équipe de la Riviera Golf. Cette finale, on méritait de faire plus que ça. Hein. Et on a croisé une bonne équipe de Somassi. Malheureusement, il y a eu trop d'énervement chez nous. Je pense que c'est là le résultat de notre défaite. Ce tournoi dédié à la catégorie Super Senior des 45 ans et plus était placé sous le signe de la convivialité, de la fraternité et des valeurs chères à la pratique du Maracana. 13 clubs ont rivalisé d'ardeur durant ces 2 jours intenses de compétition sous le regard admiratif du PCA du club des Amis de la Riviera Golf, à savoir le professeur Isidore Diomandé qui s'est réjoui de la bonne tenue de ce tournoi. Vous savez que le club de la Riviera est reconnu dans le monde du Maracana comme un club qui organise des activités très sérieuses. On a même été obligé de refuser d'autres candidats à ce tournoi. Le fair play a prévalu. Je pense que la meilleure équipe aussi l'a emporté. Donc nous sommes satisfaits. À noter que Dago Charles faisait son baptême de feu en tant que nouveau président du club des Amis de la Riviera Golf. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team, bien sûr, 20h30, 22h du lundi au vendredi. Le débrief à présent, on va commencer bien sûr avec Jean-Philippe Oria, Marocain 2025. Le Betis fait une faveur à Amrabat. Le Betis fait une faveur non seulement à Amrabat, mais à la Fédération royale marocaine de football. On sait que la FIFA avait tranché en annonçant la date du 15 décembre comme date butoir pour tous les clubs professionnels pour libérer leurs joueurs qui doivent prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais on savait également que certaines grandes nations allaient essayer de jouer de leurs bonnes relations avec certains clubs pour bénéficier de certaines faveurs. Et donc le Betis Séville, ne pouvant pas utiliser Amrabat, puisque convalescent, a décidé de le laisser rejoindre avant la date butoir sa sélection nationale, l'équipe du Maroc. On voit que du côté des Marocains, ils ont déjà plusieurs joueurs qui bénéficient de cette dérogation de leur club et qui devraient rentrer au pays.
Et donc, pour mieux se préparer, on sait que hier, à la conférence de presse, le sélectionneur ivoirien, par exemple, Aimé Faye, avait annoncé que cette date-là chamboulait complètement son programme. Lui qui a la quasi-totalité de ses joueurs titulaires en club, qui a dit même que cela allait bouleverser la préparation d'avant-compétition, qu'on pourrait ne même pas jouer de rencontre amicale avant le premier match du côté du Maroc. Voilà, mener sa convalescence et puis débuter la compétition avec sa nation. Jean-Martial, allez, on va dire un cadeau pour la formation que Betis Séville offre tout simplement au Maroc. Après, ça reste toujours une question délicate, tout ce qui est mis à disposition des joueurs. La question, ce serait de savoir si le joueur n'était pas convalescent, s'il y avait des échéances importantes pour le Betis, est-ce que ça aurait été la même chose? Parce que oui, mettre à disposition le joueur là tout de suite, en soi, il n'a aucune utilité de rester au Betis. Il va repartir avec la Fédération royale marocaine. Il y aura les médecins de la Fédération qui va le prendre en charge. Ça reste bien pour le Maroc, mais bon, à savoir si le Betis avait un match important ou si le joueur était apte, est-ce qu'ils auraient fait la même chose, quoi. Voilà. Allez, on se pose beaucoup de questions. En tout cas, on va dire gestes techniques, bien sûr, pour permettre à Amrabat tout simplement de rejoindre sa sélection. On poursuit avec le FC Barcelone, agacé Lamine Yamal, tout simplement. Ça commence à faire parler. Oui, enfin, Lamine Yamal, c'est vrai que dès qu'il fait quelque chose, tout le monde en parle. Dès qu'il fait un peu la tête, tout le monde en parle. Bon, c'est vrai que Hansi Flick a un petit peu fait baisser un petit peu la pression. Il est sorti en deuxième mi-temps parce que le coach a dit qu'il avait un carton jaune, donc il le préservait pour ne pas qu'il ait un carton rouge. Donc voilà pourquoi il a sorti. Et puis c'est un petit peu normal. Je veux dire, Lamine Yamal, il revient un petit peu de blessure quand même, il ne faut pas l'oublier. Il avait cette pubalgie. Vous savez, c'est la blessure la plus traite des footballeurs. Donc bon, il a besoin de repos. Donc forcément, ils l'ont sorti. Il n'était pas trop content, comme la plupart des footballeurs qui veulent jouer tous les matchs. Mais le coach, il doit gérer un effectif. Alors qu'il n'y aura pas de sanction, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une sanction particulière. Et bon, c'est Lamine Yamal. Dès qu'il fait quelque chose, tout le monde en parle. Ça prend des proportions un petit peu démesurées, mais il n'y a rien de bien grave. Ça reste surtout la jeunesse, José. Oui, mais ça doit vraiment prendre des proportions démesurées. Ça, c'est la logique, parce que... et puis il est sorti carrément, c'était pratiquement la fin du match. Donc il n'y a pas de quoi vraiment respecter, quoi. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, 20h30, 22h du lundi au vendredi. Toujours avec José Gatti. Oui, bon, tout à l'heure, c'était pour chambrer un peu Noël. C'est vrai qu'il est sorti vraiment très tard, à la 89e minute. En tant que grand joueur, c'est aussi normal qu'on ait envie de jouer tout le match. Ça c'est normal. Ça, c'est Lamine Yamal, bon, depuis un certain temps, il a quand même un peu pris la grosse tête au niveau de son club. Est-ce parce qu'il suit Neymar ou quoi? Bon, je ne sais pas, mais le Real Madrid, lors du premier Classico, où il a traité carrément les joueurs du Real Madrid des tricheurs. Bon, voilà. Bon, mais c'est pas trop grave quand même. Bon, il est sorti, on espère vraiment qu'il n'aura pas de sanctions comme Noël l'a dit. Et puis bon, ça va s'arranger avec le coach. Allez, voilà ce qu'on avait dit sur LGT d'aujourd'hui. Et puis on rappelle bien sûr la CAN, c'est bientôt sur l'ensemble du groupe RTI du 21 décembre au 18 janvier 2026. La 3 pour vibrer, Radio Côte d'Ivoire pour vivre et puis RTI Play pour revivre. Place à présent à notre deuxième rubrique de la soirée. Eh bien, l'actualité de Neymar fait le buzz. En ce moment, bien sûr, de quoi s'agit-il? Cette vidéo préparée par la rédaction plante le décor. Allez, messieurs, en plateau, quel commentaire faites-vous à cette idée de Neymar de retrouver la sélection brésilienne? On va commencer avec Jean-Martial. Après, ça reste délicat parce que Neymar, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école de son début, de son parcours, des clubs par lesquels il est passé, de la gestion de sa carrière en elle-même, de tous ses déboires sportifs et extrasportifs. Et le fait qu'il soit assujetti très régulièrement à des blessures, ça l'a beaucoup empêché de continuer sur certaines dynamiques. Aujourd'hui, avec les joueurs dont la sélection brésilienne dispose, et le fait de retourner... Avec tous ces pépins physiques, voire un comeback, est-ce qu'il ne se fait pas d'illusions, José Gatti? Pour moi, il se fait vraiment d'illusions. Il se fait vraiment beaucoup d'illusions. Parce que, tout simplement, je pense que le coach Carlo Ancelotti n'a pas fermé la porte, mais je pense que ça sera quand même très difficile pour qu'il revienne en sélection. Ce n'est pas une blessure bénigne, quand même. On parle du ménisque gauche, c'est le cartilage qui se trouve entre les deux articulations.
Et ça met entre 4 et 6 mois quand même avant de récupérer. Donc après cela, il faut voir la récupération et puis l'état de forme du joueur. Je pense que c'est trop court, franchement, pour qu'il revienne en sélection. Pour moi, c'est trop court. Trop court. Et avec un peu de recul, comment expliquez-vous toutes ces blessures de l'ancien du FC Barcelone, Noël Bouni? Non, mais parce que Neymar, je veux dire, on le connaît bien. Enfin, j'ai le jeune frère qui a parlé de lui, quoi. Enfin, Neymar, on le connaît tous. Neymar, enfin, je veux dire, j'ai pas trop envie de l'identifier comme ça, parce que ça me dérange un peu. C'est un super joueur par ailleurs, mais il est trop fêtard, Neymar. Il avait une hygiène de vie déplorable. Je veux dire, à un moment donné, on le paye, ça. C'était un super joueur. Neymar, il avait le temps de passage qu'il lui fallait pour être Ballon d'Or. C'est la personne qu'on voyait remplacer Messi et Cristiano Ronaldo. Malheureusement, il n'a pas su hériter, j'ai envie de dire, dignement cet esprit-là. Mais Neymar, moi j'ai envie de dire, c'est un rendez-vous manqué. Neymar, c'est un rendez-vous manqué. C'est un super footballeur. Moi, je l'ai vu plus d'une fois au Parc des Princes. C'est un régal de le voir jouer. Mais derrière, il n'était pas sérieux. Alors que le football de très haut niveau demande quand même un peu d'hygiène de vie. Malheureusement, Neymar ne s'est jamais comporté ainsi. Donc ça remet un petit peu en cause. Enfin, ça remet en cause. Ça provoque toutes ces blessures. Aujourd'hui, son challenge, c'est de faire le mondial. Il va se faire opérer. Combien de temps ça prendra ? On verra, mais ce serait un petit peu juste. Ce serait un petit peu juste parce que derrière, il faudra être très sérieux, à la limite, pour avoir un soupçon de pouvoir participer à ce mondial-là. Parce que ça reste un super joueur. Si Neymar est un peu sérieux, je pense bien qu'il peut même figurer parmi les Brésiliens qui vont participer à cette Coupe du Monde. Mais ça m'étonnerait parce qu'il a un mode de vie un petit peu particulier. Jean-Philippe Auriat, on arrive à s'expliquer? Quoi, ces blessures? Ah. Mais on peut expliquer, comme Noël l'a dit, par ce qu'on apprend dans la presse qui le suit. Voilà, bon, on le présente comme un fêtard, on le présente comme quelqu'un qui, je dirais, ne prend pas soin de son corps, ne prend pas au sérieux les recommandations qui sont faites pour un joueur de sa stature. Mais je pense que ce n'est pas forcément ou uniquement lié à cet aspect de la vie. Peut-être que c'est un garçon qui est fragile, voilà. Ça peut être... Mais avant d'arriver en Europe, à Santos, il n'était pas tout le temps blessé. Non, mais à Santos, vous savez, il pratique un style de football à risque. Hein. Ça, je le dis tous les jours. Les joueurs de sa trempe, surtout qui viennent du Brésil, avec le style de football, très peu ont cette longue carrière où ils s'évitent des blessures graves. Et on peut regarder historiquement, hein, on peut regarder tous ces grands joueurs que le Brésil a vu passer. Un moment dans leur carrière, ils ont cet arrêt-là qui est lié à des blessures longues. On a tout le temps dit, oui, ce sont des fêtards. Ce ne sont pas les seuls fêtards hein, dans le monde du football. Non, mais ils exagèrent. Ce ne sont pas les seuls fêtards. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui fêtent comme eux, qui fêtent avec eux, mais qui n'ont pas ces problèmes. Donc, moi, je dis, ça peut faire partie des éléments parce que c'est comme en médecine. Quand on fait un diagnostic, on essaie d'éliminer certaines choses. Si on voit que ça fait partie de votre attitude, on va d'abord considérer ça comme l'élément majeur. Et très souvent, on ne va pas aller en profondeur. Moi, je dis oui, ça en fait partie, mais je ne pense pas que ce soit la seule chose. Il y a la manière dont ils jouent, comme on appelle, ils pratiquent le football. Il y a les gestes techniques qu'ils font qui, comme on appelle, mettent à mal, je dirais, certaines parties de leur corps. Les passements des jambes et autres, on sait très bien que ça crée des fragilités au niveau des genoux et autres. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a pris conscience qu'il est pratiquement au soir de sa carrière et il veut vraiment terminer en beauté. Moi, je crois qu'il sera au mondial. Je le crois. Je le crois pourquoi? Ancelotti, c'est un entraîneur qui est humain. C'est un homme qui sait gérer les égos et il saura trouver, je dirais, le juste milieu avec Neymar s'il est apte au mondial, pas forcément pour être le leader de cette équipe, pas forcément pour être le titulaire sur le terrain, mais pour pouvoir absorber au moins la pression du groupe. On sait que s'il est dans l'équipe, il aura la lumière, il peut absorber la pression, il peut être devant la presse et ça va libérer ses jeunes coéquipiers qui vont se donner à fond. Donc ça peut être également une stratégie de l'entraîneur. Donc c'est à lui maintenant de suivre son protocole de guérison, de revenir à point nommé et puis pourquoi pas de terminer en beauté avec la sélection. José Gatti, à 34 ans d'ici l'année prochaine, sera-t-il encore bon pour le service Neymar? Non, pour moi, l'âge n'est pas... C'est vrai qu'en football, à un certain âge, il faut savoir arrêter, mais on voit Cristiano Ronaldo, hein, avec son âge. Après l'hygiène de vie de Cristiano Ronaldo lui permet aussi. Voilà, c'est ça. Non, je veux dire que... Vous parlez d'âge. Ouais. Cristiano Ronaldo, c'est un trentenaire.
Voilà, donc je vais dire... Il a 40 ans. Voilà, donc je vais dire que je me limite même à l'âge de Neymar. Voilà, pour partir de là. Le minimum, c'est un trentenaire. Mais je vais dire, c'est l'hygiène de vie qui caractérise la performance d'abord des joueurs. Neymar, je ne pense pas que ce soit l'âge qui soit le problème à son niveau. Je pense que c'est l'hygiène de vie qui est un problème, qui est la marque typique même des joueurs brésiliens. C'est tous des fêtards, mais sauf que lui, pour moi, la performance ne suit pas ce qu'ils font après la fête. On a dit, non, c'était un fêtard. On a dit, non, c'était un fêtard. Mais quand il arrive sur le terrain, il arrive même, il y a des anecdotes, il arrive sur le terrain, il ne fait pas l'entraînement. Mais quand on le met sur le terrain, il prouve. Mais ce n'est pas le cas de Neymar. Ce n'est pas le cas de Neymar. Pour moi, je l'ai toujours dit sur le plateau ici, des 30 dernières années, les meneurs de jeu brésiliens, les stars brésiliennes, pour moi, c'est le moins bon. Voilà, pour moi, c'est le moins bon. Allez, on respecte surtout l'avis de José Gatti. Est-ce que vous le croyez capable de relever ce challenge-là et d'aller au mondial surtout et de gagner ce mondial-là, Jean-Massiel? Après, ça reste un compétiteur de haut niveau. Hein. Donc, s'il se fixe un objectif qui est d'aller au mondial, qu'il s'en donne les moyens, je pense que c'est atteignable. Mais moi, la question, c'est même pas s'il a la capacité d'y arriver. C'est déjà... La concurrence est vraiment rude au niveau de la Seleção. Il y a vraiment des joueurs de top niveau. Il y a des jeunes qui arrivent. Il y a le championnat qui compte. Neymar, il a fait des Coupes du Monde un peu moins bonnes ces dernières années. Revenir à Santos, est-ce que c'est le bon choix pour prétendre à aller en Seleção? L'objectif là pour lui, il a été atteint, c'était de maintenir son équipe. Mais derrière, est-ce qu'il y a une compétition internationale qui va le mettre un peu au devant de la scène, qui va justifier un peu son appel à la Seleção? C'est tous ces éléments-là. Mais s'il s'en donne les moyens en tant que compétiteur, en tant que joueur professionnel de haut niveau, je pense qu'il peut y arriver. Mais ça paraît compliqué quand même. Effectivement, compliqué, nous respectons la vie. Et puis, forcément, je l'ai dit, un challenge revenu d'abord. Va falloir que Carlo Ancelotti, comme vous avez dit, qui est humain, qui est un peu la boussole du vestiaire, en plus de cela, le fait venir sur cette Coupe du Monde qui arrive. Est-ce que Neymar peut aller chercher cette Coupe du Monde pour la Seleção? Je ne vais pas dire que je l'espère pour eux parce que la Côte d'Ivoire va jouer cette compétition. Mais bon, je pense que ça va être une compétition très difficile. Je ne dis pas que le Brésil ira pour la remporter, mais il y a des sorties honorables pour une nation comme le Brésil qui n'a plus joué de finale, si ma mémoire est bonne, depuis au moins 2002, je crois, après leur victoire, leur sacre. Ils n'ont plus joué de finale de Coupe du Monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec un garçon comme Neymar, avec cette nouvelle génération qui a été montée en puissance, et un entraîneur comme Ancelotti, le Brésil est plus dans une reconstruction de son image que dans une volonté d'aller remporter une Coupe du Monde. Maintenant, tout à l'heure, comme José Noël le disait, c'était fait tard, c'est une question d'hygiène de vie, je suis en train de prendre note. Et puis, il y a le nom d'un Brésilien qui m'est revenu. J'ai fait une liste de joueurs, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Kaka, Ronaldinho, Neymar. Kaka, c'était pas un fait tard. Mais Kaka a vite arrêté au Brésil pour des raisons de blessure. Est-ce qu'on va me dire que c'est parce que Kaka aussi partait tout en boîte de nuit? J'ai dit qu'il faut chercher la raison ailleurs. Ça fait partie des raisons, mais je ne pense pas que ce soit l'unique raison. Parce que très souvent, les joueurs brésiliens, on leur colle cette étiquette à la peau comme si ils étaient les seuls à vivre ici. Mais quand on regarde la liste de tous ces derniers grands joueurs de l'équipe du Brésil, ils ont toujours eu un moment de leur carrière ce problème-là. C'est lié à quoi? À l'alimentation ou à autre chose? Bon, c'est le gros point d'interrogation. Maintenant, il y a Ancelotti. S'il est sûr qu'il veut jouer la Coupe du Monde, il va devoir se plier au protocole d'un homme comme Ancelotti, qui avec le staff médical, ils vont lui donner des indications et autres à suivre. Maintenant, s'il sort de ses clous, ça voudrait dire qu'au-delà de son physique, son mental même n'est pas capable de pouvoir aller encore sur une telle grosse compétition. Et c'est là où moi je vais gêner Neymar. Allez, Noël Boli, beaucoup parlent d'un retour en Europe, vous y croyez? Pour qui, Neymar? Neymar? Non, je ne pense pas qu'il est... Honnêtement, c'est vrai que, comme a dit Jean-Martial, c'est un super compétiteur. Neymar, c'est un joueur de classe internationale. Je suis quand même un petit peu surpris quand j'entends José Gatti dire que c'est le moins bon des numéros 10. Moi, j'ai envie de dire... Des Brésiliens. Oui, mais je m'arrête que sur les Brésiliens. Pour moi, il est excellent. Je ne sais pas s'il a déjà vu jouer. Moi, j'ai vu jouer Neymar plus d'une fois au Parc des Princes, en France. C'est un régal.
Parce que ce gars-là, il sait tout faire, mais avec une facilité déconcertante. Non, pour moi, c'est encore une fois un rendez-vous manqué. Maintenant, est-ce qu'il peut jouer en Europe? Non, ça m'étonnerait, parce qu'il n'a plus le rythme. Il n'a plus le rythme, et puis il n'a pas l'exigence. En France, il ne peut pas évoluer? Bah déjà, c'est un gros salaire, hein, Neymar. C'est ça. Déjà, à côté de ça, c'est un gros salaire, quoi. Il faut pouvoir se le payer, déjà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il a tellement une mauvaise réputation en France que ça m'étonnerait qu'un club puisse miser sur lui. Parce qu'à part le PSG, quel club pourra miser sur Neymar? Monaco, non, ça m'étonnerait. Donc voilà. Et puis au niveau du rythme, puis je ne sais même pas si Laurent... Oui, mais non, le manque de rythme, il y a quoi, selon vous? Parce qu'il était souvent blessure, il était souvent blessé. Psychologiquement, est-ce qu'il est prêt à faire des efforts? Est-ce qu'il est prêt à faire beaucoup de sacrifices? Moi, j'en suis plus trop sûr. En fait, c'est tout ça, c'est tous ces éléments mis les uns à côté des autres qui me font dire que Neymar est passé à côté d'une excellente carrière. Parce que ce gars-là, c'est vraiment du gâchis. C'est vraiment du gâchis. Neymar, c'était un... Même encore, quand on le voit jouer dans ses derniers gestes, il fait des choses. C'est vrai que Jean-Philippe a parlé enfin, non, c'est Jean-Martial qui a parlé de concurrence. Mais si Neymar, il est sérieux au bout de 2 mois, mais il grille la politesse à tout le monde. Hein. Mais parce qu'il n'a pas d'égal au Brésil, ce garçon. Et puis, même en étant j'ai envie de dire, à 50%, il est meilleur que beaucoup de Brésiliens. Ah oui. Mais après, il faut qu'il soit sérieux, et il faut qu'il s'inscrive dans un collectif. Et là, Neymar, il a du mal. Parce que c'est un gros joueur de poker. Hein, c'est un gros joueur de poker, hein, nous sommes tous d'accord. Neymar a presque tout gagné, à part peut-être la Coupe du Monde. Bien sûr. Donc, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec Noël Boli quand tu le dis, José? Ce serait difficile. Non, moi, franchement, moi, ça sera difficile. Moi, je le dis, hein, je maintiens ça. C'est plus une star qu'un footballeur, quoi, pour moi. Bah, mais le football a besoin de ça. Non, pour moi, Jean-Martial. Non, pour moi, attends, je m'explique. Allez-y. Je m'explique. C'est-à-dire, Ronaldinho était un footballeur, d'abord, puis la star est arrivée. Voilà. C'est l'inverse chez Neymar. C'est-à-dire, quand il se présente sur un terrain, c'est le bling-bling d'abord, quoi. Et puis, oui, mais ça fait partie de la personnalité de Neymar. Pour ça, pour moi, en tout cas pour moi, rien que pour ça, voici pourquoi je le mets en arrière-plan, comparativement aux autres Brésiliens que moi, j'ai connus. C'est-à-dire, sur le terrain, il prouve des choses. C'est-à-dire, je ne dis pas que Neymar est un mauvais joueur. Hein. C'est un excellent joueur. C'est un excellent joueur. Ça, je n'en doute pas. Mais je fais une comparaison. Voilà. C'est une comparaison simplement que je fais. Voilà. Après, la concurrence, quand je parle de concurrence, la concurrence, elle existe. Aussi bon qu'il puisse être, Neymar, il y a forcément des talents qui arrivent. Je prends à titre d'exemple le Brésilien de Chelsea en ce moment, Estevao. C'est incroyable. C'est des jeunes qui arrivent. C'est vrai que Neymar, même s'il est au top de son niveau, mais le problème, c'est qu'il ne pourra jamais retrouver son niveau. Avec le nombre de blessures qu'il a eu, avec l'âge qui arrive. Donc quand je parle de concurrence, forcément, un petit jeune qui va arriver de 18 ans ou un jeune de 20 ans qui va exploser, mais au niveau des entraînements, au niveau de l'intensité des matchs, il ne pourra pas suivre le rythme par rapport à tout ce qui se passe. Même s'il revient de blessure, ça sera compliqué. Donc forcément, les plus jeunes, la concurrence, ça va taper dur. Allez, on va terminer avec Jean-Philippe Ouria. Non, mais on ne termine pas avec Jean-Philippe. On va terminer, les gars. Il nous reste une minute. On va passer à autre chose. Allez, Jean-Philippe. 3 minutes. En 30 secondes. Ce que je veux dire par rapport à ce que Jean-Martial a dit, c'est vrai, les jeunes ont monté en puissance, mais on n'oublie jamais que des compétitions majeures qui sont organisées partout dans le monde, il y a un seul élément qui fait la différence, c'est l'expérience. Vous aurez beau courir, vous aurez beau avoir la fougue. Si vous n'avez pas l'expérience de ces grandes compétitions, ni l'intelligence de savoir comment s'orienter sur un terrain, il y aura un souci. Il faut qu'on prenne cet aspect tout simplement dans les paramètres de Neymar. Maintenant, comme José l'a dit, il a dit que Neymar est arrivé en tant qu'une star avant d'être un footballeur. Non. Je pense que sur les 30... c'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit qu'il a été star d'abord. Non, j'ai dit qu'il est plus bling-bling. Bling-bling, d'accord. Voilà, bon, pour terminer, comme il m'a dit, il reste quelques secondes. Oui. Ce que je veux dire, c'est que quand je reprends même la liste des joueurs que j'ai ici, sur ces pratiquement 10 derniers grands joueurs brésiliens, Neymar est celui qui est quitté dans son pays en ayant déjà confirmé qui il était. Parce que les autres sont arrivés très tôt. Neymar était bloqué au Brésil. Pendant un certain moment, il est venu au FC Barcelone, il a explosé tout en Europe. Je pense que c'est ce qui l'a un peu handicapé, le fait d'être arrivé au Barça et d'avoir tout explosé par rapport aux autres qui ont connu des clubs intermédiaires avant de se retrouver dans un grand club. Ils ont eu le temps de s'acclimater. Or, lui, De Santos, Barcelone, triplette. Il explose tout, il n'a plus de motivation en Europe. Et ça l'a suivi. Allez, madame, on va enchaîner bien sûr avec notre prochaine articulation, échauffement Maroc 2025.
L'histoire de la CAN jalonnée de nombreux exploits réalisés bien sûr par des équipes, des joueurs ou encore des entraîneurs. Dans ce tableau, parcourons les principaux records de la CAN avec la complicité bien sûr de Jean-Philippe Ouria. CAN, nombre de participations 26, c'est l'Égypte qui détient le record, suivi de la Côte d'Ivoire bien évidemment. Nombre de titres 7 également pour l'Égypte, nombre de titres consécutifs 3 pour l'Égypte, nombre de pays autres vainqueurs 9, Égypte, Éthiopie, Ghana, Soudan, Nigeria, Algérie, Afrique du Sud, Tunisie et la Côte d'Ivoire. Nombre de finales 10 pour l'Égypte, nombre de podiums 16 pour le Nigeria, nombre de matchs joués 111 pour l'Égypte, nombre de victoires 60 pour l'Égypte, nombre de matchs nuls 31 pour le Cameroun, nombre de défaites 30 pour la République démocratique du Congo, nombre de buts marqués 175 pour l'Égypte, nombre de buts encaissés 111 pour la Côte d'Ivoire, nombre de pays n'ayant jamais joué de CAN 10. Au niveau des joueurs, le meilleur buteur de l'histoire de la compétition se nomme Samuel Eto'o avec 18 buts. Le premier buteur s'appelle Rafat Atia de l'Égypte. Le premier meilleur buteur s'appelle Al-Ad Diba de l'Égypte. Le plus vieux buteur, c'est Osam Hassan de l'Égypte à 39 ans et 174 jours. Buteur sur un match, Laurent Pokou Côte d'Ivoire avec 5 réalisations. C'était en Éthiopie. Buteur sur une édition, Ndiaye Moulamba, le Congolais, avec 9 réalisations. Premier gardien buteur, Kennedy Mwene de la Zambie. Buteur sur plusieurs tournois, Kalusha Boualia de la Zambie, Samuel Eto'o du Cameroun, Asamoah Gyan et André Ayou du Ghana, sur 6 éditions. Nombre de titres, Essam El Adari, Ahmed Hassan Égypte qui ont 4 CAN. Nombre de tournois joués, Rigobert Song du Cameroun, Ahmed Hassan de l'Égypte, André Ayou du Ghana, Youssef Sakni de la Tunisie avec 8 éditions. Nombre de matchs joués, Rigobert Song du Cameroun, André Ayou du Ghana avec 36 matchs. Au niveau des entraîneurs, nombre de titres, Charles Djamfi du Ghana, Hassan Chiata de l'Égypte avec 3 titres. Nombre de titres consécutifs, Hassan Chiata, Égypte avec 3 titres. Titres avec plusieurs pays, Hervé Renard de la France avec 2 nations, la Zambie et la Côte d'Ivoire. Vainqueur comme joueur et entraîneur, Mahamoud El Gouari de l'Égypte et Stephen Keshi du Nigeria. Finaliste en tant que joueur et entraîneur, Emers Faye de Côte d'Ivoire, Aliou Cissé du Sénégal, Mahamoud El Gouari de l'Égypte, Stephen Keshi du Nigeria. Nombre de participations avec plusieurs pays, Claude Leroy France avec 6 sélections. Nombre de participations, Claude Leroy de la France avec 9 éditions. Allez messieurs, après avoir revu ces records, on est tenté de dire que la CAN, c'est la compétition de l'Égypte. Est-ce vrai, Jean-Martial? Oui, totalement, et c'est indéniable. C'est la seule nation qui a enchaîné 3 victoires consécutives, qui a le plus de titres. C'est vrai que la majorité des joueurs égyptiens évoluent principalement dans leur championnat, mais ils dominent totalement sur le continent. Il n'y a rien à dire. Noël Bouli, vous êtes d'avis? Oui, enfin, c'est vrai que l'Égypte, dans son histoire avec la CAN, est quand même gravée, hein, ça on ne peut pas le dire autrement. Mais est-ce que l'histoire, le fait que l'Égypte soit gravée comme ça, est-ce que le fait que l'Égypte soit gravée comme ça veut dire qu'elle va forcément remporter ce trophée cette année? Non, ça m'étonnerait, vous voyez. Hein. Même en Coupe du Monde, le Brésil, je crois, est l'un des pays les plus titrés. Aujourd'hui, le Brésil a des années-lumière pour remporter la Coupe du Monde. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas la remporter. Donc pour moi, ça ne veut rien dire. C'est vrai que l'Égypte a son empreinte indéniable sur la compétition. Maintenant, qu'est-ce que ça veut réellement dire de nos jours? Je ne sais pas, mais bon, pour moi, ce n'est pas très significatif. Jean-Philippe Ouria, la Côte d'Ivoire a fait partie des pays ayant gagné la CAN à domicile. Un exploit pour vous? Oui, quand on regarde quand même le nombre de pays qui ont remporté ce trophée à domicile, mais c'est un exploit à nuancer. La Côte d'Ivoire a toujours fait partie quand même des nations favorites à chaque édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Rares sont les éditions où les Ivoiriens n'ont pas été annoncés comme étant l'un des favoris de la compétition, même au niveau du stade final. Au pire des cas, ce sont les outsiders. Et donc la Côte d'Ivoire a un statut à défendre. C'est la deuxième nation qui a disputé le plus d'éditions finale de la Coupe d'Afrique des Nations derrière l'Égypte, alors qu'elle ne faisait pas partie des pays, je dirais, entre guillemets, membres fondateurs de la compétition, c'est-à-dire des tout premiers à participer à cette compétition. Il ne faudrait pas oublier que la Coupe d'Afrique des Nations est l'émanation pratiquement de l'Égypte, donc je suis un peu étonné que, bon, elle détienne autant de records en termes de participation. Au niveau de la victoire finale, c'est un pays qui est très longtemps développé et qui a très longtemps poussé
au niveau des disciplines sportives. Les autres pays de l'Afrique noire sont arrivés après les indépendances. Il fallait essayer de remettre tout ça, je dirais, entre guillemets, sur de bons rails. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit que cette avancée de certaines nations est en train d'être rattrapée par les autres, qui mettent de plus en plus de moyens dans le développement de cette discipline chez eux. Donc, concernant la Côte d'Ivoire, faire partie des rares nations à avoir remporté cette compétition à domicile, pour moi, quand on regarde dans la globalité, c'est un exploit, mais dans la spécificité, c'est juste quelque chose de normal. Voilà. Une nation comme la Côte d'Ivoire qui organise une compétition chez elle, elle doit être en mesure de la remporter. Et on l'a fait. Le Nigeria compte 16 podiums et seulement 3 trophées. Comment expliquez-vous ce ratio négatif, si on peut le dire ainsi, José? Non, je ne pense pas que ce soit un ratio négatif. Remporter un trophée comme la CAN, c'est déjà pas facile. Hein. Allez, 16 fois sur le podium et 3 trophées. Oui, ouais. Déjà 16 fois sur le podium, c'est déjà pas mal. Hein. Donc on peut évoquer des circonstances qui ont pu entraîner le fait que ce Nigeria-là n'ait pas pu remporter ce trophée pendant qu'elles étaient sur le podium 16 fois. Moi, je ne pense pas que ce soit un mauvais résultat. La preuve, le Nigeria est finaliste termine encore sur le podium lors de la dernière CAN. Mais je pense que cette année, c'est l'un des clients vraiment les plus sérieux. Éliminés au mondial, je pense qu'ils vont venir vraiment revanchards à cette CAN-là. C'est la seule issue qui leur reste à Eric Schell pour montrer que vraiment il peut être maintenu encore à ce poste. Et on espère qu'on ne versera pas de l'eau sur sa tête. Allez, Samuel Eto'o, Laurent Pokou, il faut le dire. Hein, donc 2 générations de buteurs à la CAN. Une colle qui est le plus fort, Jean Maciel. Après, Laurent Pokou, je n'ai pas connu, honnêtement. Ça remonte. Moi, je dirais Samuel Eto'o. J'ai connu, il fait rêver. C'est un attaquant qui est inspirant, qui inspire tous les jeunes. Donc moi, je dirais Samuel Eto'o. Après, les images de Laurent Pokou en blanc-noir, je n'ai pas vu. Allez, Noël, on vous écoute. Non, mais je crois que José Diati a des souvenirs de Laurent Pokou. Donc je crois qu'il est très bien placé pour nous expliquer. Mais lui, forcément, ça sera Laurent Pokou. Non, franchement. Non, mais c'est vrai que l'homme d'Asmara... Ouais, c'est vrai, mais il a donné son avis, il n'a pas connu. Bon, c'est vrai que aussi... En termes de palette. Non, franchement, Laurent Pokou, c'était vraiment un régal. Hein. Ouais. Et Samuel Eto'o, c'est un joueur extraordinaire aussi, mais il faut dire, le record de Laurent Pokou, c'était des 14 buts sur 2 éditions. Voilà, je crois en 68 et puis 70, je pense, hein, sur 2 éditions. Voilà, alors que Samuel Eto'o, c'est 18 buts. Je crois que c'est sur plusieurs éditions. 6 éditions. Hein. Il a égalé le record à la CAN 2006, je pense. À la CAN 2006. Donc, franchement, c'est 2 époques différentes. Mais je pense que quand on fait le papier, l'homme d'Asmara, vraiment, il n'y a pas son pareil. Il n'y a pas son pareil, José Diati. C'est tout à fait normal. Allez, Jean-Philippe Auria, pensez-vous que le record... Je ne dis plus rien, moi. Là. Oh, bon, on vous donne cette question. C'est bon? Je ne dis plus rien. Non, c'est vrai que je vais rejoindre un petit peu Jean Maciel. C'est vrai que Samuel Eto'o a quand même marqué de son empreinte dans le football africain et même dans le football européen. C'est vrai que s'il s'appelait, comme il a dit un jour lors d'une interview, et là-dessus il n'avait pas tort, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais là-dessus il n'avait pas tort, il avait dit si je m'appelais Eto'o Dino, j'aurais été Ballon d'Or. Et ça, il avait tout à fait raison. Maintenant, l'homme d'Asmara a marqué une génération. Moi, c'est vrai que je ne l'ai aussi pas connu, mais j'ai quand même entendu beaucoup de choses sur lui. J'ai quand même entendu des choses magnifiques sur lui. Je veux dire, il a joué quand même au Stade Rennais. Il a laissé une empreinte indéniable au Stade Rennais. Au Stade Rennais, ça. Il a laissé une empreinte indéniable au Stade Rennais, même à l'AS Nancy-Lorraine, où il est joué à l'époque avec un certain Michel Platini. Donc voilà, donc je pense que l'histoire nous rappelle quand même que ce fut un joueur énorme, mais c'est 2 époques différentes. Eto'o, il était plutôt dans le football moderne, et dans ce football moderne, il a marqué de son empreinte. Donc, je pense que la comparaison peut pas être faite, mais en tout cas, ça reste 2 joueurs majeurs de leur sélection, et même du continent africain. Donc pour moi, on peut pas les différencier, parce que c'est des époques différentes, mais en tout cas, on peut quand même les maintenir dans le haut du pavé du football africain. C'est tout. On a compris. Sacré Noël me regarde. Il s'est très bien repris sur la fin. Parce qu'il faut respecter quand même les gens qui ont vécu.
Effectivement. Allez, Jean-Philippe Aurier, avec vous, pensez-vous que le record de 9 buts sur une édition détenue par le Congolais Ndaye Moulamba peut être égalé du côté du Maroc? Ben oui, c'est possible parce qu'aujourd'hui, pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations, il faut jouer quoi? 7 matchs, je crois. 3 matchs de phase de groupe, un match de... Un peu plus maintenant. Hein. Oui, de 8e. Ouais, il y a 8 matchs maintenant. Il y a les 8e maintenant, ouais. Oui. Donc ça fait déjà 4. Quart, demi-finale, oui. Bon, ça fait, je crois, pratiquement 8 matchs. 8 matchs, ouais. Voilà, donc vous pouvez avoir un attaquant prolifique qui peut atteindre, voire dépasser ce nombre de buts. Sauf que moi je l'ai dit, quand on interroge Faye Mers sur l'équipe de Côte d'Ivoire, même à l'international, on a dit non, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'a pas de buteur. Est-ce que ce n'est pas un problème pour l'équipe de Côte d'Ivoire? Moi j'ai dit sur le continent africain aujourd'hui, on n'a que 3 nations qui peuvent se taper la poitrine pour dire nous avons des buteurs. On regarde chaque week-end les championnats en Europe. Combien de pays africains peuvent dire qu'on a des buteurs? Même Guirassy, qui était le super dernier buteur de côté africain cette année, c'est pas trop ça. C'est à l'image du football mondial également. Voilà. Vous prenez ceux qui ont de véritables buteurs qui, ces dernières années, ont explosé sur la face du monde en Afrique. Il y a le Nigeria avec Osimhen, Boniface et autres. Il y a l'Égypte avec Mo Salah l'année dernière, Omar Marmouche, qui a réalisé des merveilles en Allemagne, et puis il y a la Guinée. À part ça, nous tous nous valons. Donc, quand on regarde aujourd'hui sur le plateau africain, dans cette compétition à venir, on peut se dire qu'on n'a pas ce buteur assez qui pourra peut-être marquer 6 ou 7 buts dans cette compétition, mais déjà avec le nombre de matchs étendus, forcément, les records de notre ami Moulamba, je crois, va un jour tomber. Peut-être pas sur cette carte, mais ça va tomber. Gagner avec des pays différents, Hervé Renard l'a fait. Il est le seul. Que faut-il à un entraîneur pour pouvoir réaliser un tel exploit, Jean-Martial? Bon, la question, elle est complexe. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Il y a l'effectif, il y a le timing, il y a la personnalité de l'entraîneur, il y a les choix, les compétitions européennes et puis la Coupe africaine, la Coupe de l'Afrique des Nations, c'est pas pareil. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir choisir les bons éléments, faire les bons choix. Et pour Hervé Renard, ça a été impressionnant parce qu'il a vite compris, à mon avis, le football africain. Il s'est vite intégré et réalisé l'exploit avec la Zambie, déjà battre la Côte d'Ivoire en finale, ensuite gagner avec la Côte d'Ivoire. Je pense que, bon, même si les records sont faits pour être tombés, ça sera difficile déjà pour un autre sélectionneur d'arriver à ce record-là. Mais tout est une question d'intégration et de savoir comment encadrer un groupe qui a majoritairement des joueurs sur le continent européen, et ce même groupe qui vient jouer la Coupe d'Afrique des Nations, quoi. José Jati, Faye Mers, finaliste en tant que joueur, finaliste en tant qu'entraîneur. Un mot sur cette performance? Ils sont vraiment rares, les joueurs. Je crois on vient de les citer, ils sont 2 ou 3. Je pense que Faye Mers, c'est une grosse pression qui est sur lui, je pense. Arrivé, comme tout le monde le sait, à la tête de la sélection, il est devenu champion d'Afrique. Aujourd'hui, je pense que tout ce qu'on peut lui demander, c'est encore d'être champion. Donc il y a beaucoup de pression sur son épaule. Et puis en tant que joueur aussi, bon, il a joué une finale, il a participé à une édition une finale de la CAN, je crois en 2006. Je pense que pour lui, c'est déjà un palmarès qui est déjà un peu fourni. Ouais. Et je crois qu'il est tellement sérieux dans son approche qu'il est conscient du challenge qui l'attend. Il est très jeune et je pense qu'il a encore des choses à aller chercher et des records à battre. Allez, pour vous faire plaisir, on vous permet de revivre et de regarder quelques buts des finales de CAN. في اتجاه صايب وجدي قصة قوية والهدف
لفة قوية والهدف وجاني حقيقة من يسجل الهدف الأول وجاني اللي في الحقيقة ما يبذلش مجهودات يظهر عليه أنه يضيع كرات لكن في كل مرة يخادع. Perde palla l'attaccante del Bari. Riparte l'Egitto. Lo fa con Hassan. La distanza è buona per cercare il tiro ed è un gran gol. Grandissimo gol da parte di Hassan Hamed. Dopo 4 minuti di gara, grande gol, si è aperta la retroguardia sudafricana. Non ci ha pensato 2 volte il numero 17 egiziano nel scagliare questo violento fendente. Lo rivediamo, vedete come si apre, va timidamente. Abubakar. This would be the 6th time. Oh, a great chance, and it's in! What a goal from Vanson Abubakar! His first goal in open play at an Africa Cup of Nations tournament. And talk about timing! Here it comes, he just goes off the back of Gaba. It's a really good pass as well. Centre half doesn't jump for it, flicks it over his head, and El Hadari beat a little bit too easily, you'd have to say. From 3 again, the ball is hooked forward. As it's across here. Allez, vous suivez la grande team du lundi au vendredi, 20h30, 22h. Et puis, la RTI diffuseur officiel de la CAN 2025 à suivre sur la 3, la chaîne des événements sportifs et musicaux Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Et RTI Play. On ouvre le téléphone à présent, plus 225 27 21 59 93 99. La question LGT de ce soir. CAN 2025, libération des internationaux, quel impact sur les éléphants? Place à notre actu. La question LGT de ce soir, bien sûr, CAN 2025, libération des internationaux, quel impact sur les éléphants? Pour nous appeler, plus 225 27 21 59 93 99. Allez, selon une circulaire récente de la FIFA, les clubs ont jusqu'au 15 décembre 2025 pour libérer les internationaux retenus pour la CAN 2025. Quel impact de cette décision sur la préparation des éléphants? Plus de détails dans cette vidéo. La liste des joueurs retenus dévoilée hier par le sélectionneur national Emers Faé, les éléphants sont censés entamer le regroupement pour le stage de préparation ce mercredi 10 décembre 2025 à Marbella, dans le sud de l'Espagne. C'est du moins ce qu'indique le communiqué publié par la Fédération ivoirienne de football à la fin du mois de novembre. Sauf qu'entre-temps, les données ont changé sur la libération des internationaux. Le règlement de la FIFA stipulant la mise à disposition des joueurs 2 semaines avant la CAN a été remis en cause. Sous la pression de l'Association européenne des clubs, la fêtière du football mondial a cédé. Dans une circulaire adressée aux fédérations nationales le 1er décembre dernier, elle a fait savoir que les clubs peuvent conserver leurs internationaux africains jusqu'au 15 décembre. Ce retournement de situation a provoqué un vent de colère sur le continent et perturbe le programme de préparation de nombreuses sélections qualifiées pour la CAN 2025. En ce qui concerne les éléphants, sur
Sur les 26 joueurs convoqués par Emers Faé, seuls 2 évoluent en dehors de l'Europe. Il s'agit de Franck Kessié et de Wilfried Zaha qui jouent respectivement dans les championnats d'Arabie Saoudite et des États-Unis. Tous les 24 autres évoluent sur le vieux continent. La plupart sont actuellement engagés dans les coupes européennes et ont une journée de championnat ce week-end. Dans ces conditions, les clubs ne seront-ils pas tentés de les retenir jusqu'au dernier jour? Certes, dans sa circulaire, la FIFA encourage les pays qualifiés pour la CAN 2025 et les clubs à engager des discussions bilatérales de bonne foi pour trouver des solutions individuelles appropriées. Mais le mal n'est-il pas déjà fait, sachant que le staff des éléphants a prévu 2 matchs amicaux face à la Zambie le 15 décembre et la République démocratique du Congo le 18 décembre. Ce programme initial pourra-t-il raisonnablement se tenir? Quel est véritablement l'impact de la décision de la FIFA sur la sélection ivoirienne à moins de 2 semaines du coup d'envoi de la CAN Maroc 2025? Allez, le décor est planté. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose à présent de regarder le programme de préparation des éléphants de Côte d'Ivoire, tel annoncé par la Fédération ivoirienne de football. Jean-Philippe Auria. Le mardi 9 décembre 2025, annonce de la liste des joueurs retenus, ce qui fut fait hier. Le mercredi, aujourd'hui, début du regroupement à Marbella en Espagne. Le lundi 15 décembre, match amical Côte d'Ivoire face à la Zambie. Le 18, match amical entre la Côte d'Ivoire et la RDC. Et le samedi 20 décembre, départ de la délégation pour le Maroc à Marrakech. Et ça, c'est avant la CAN, bien sûr. Allez, José Gatti, CAN 2025, libération des internationaux. Quel impact sur les éléphants? On vous écoute. Oui, mais ça a un gros impact sur la préparation des éléphants. Okay. Le coach n'a pas manqué de le souligner. Il était un peu agacé, un peu exaspéré même de cette situation. À la limite, il demandait que tous les sélectionneurs fassent bloc pour parler d'une seule voix, parce que ça perturbait énormément leur programme. Et ça perturbe effectivement le programme des éléphants de Côte d'Ivoire, puisque tout le monde ne sera pas là au même moment pour le regroupement, alors qu'il y a des thématiques, il y a des séances d'entraînement, il y a des schémas tactiques à mettre. Donc, ça perturbe naturellement tout le calendrier de préparation des éléphants, même si une partie des éléphants sera là, mais le plus grand bloc, on a 24 joueurs qui jouent dans les championnats européens qui ne sont pas là. Donc, il faut bien les attendre. C'est un grave problème pour la Côte d'Ivoire, contrairement à des nations comme l'Égypte, qui, elles, n'ont pas ce problème. Seulement 3 joueurs, à la limite, comment on appelle, Salah à Liverpool, Marmouche à City, et puis, je crois, Mohamed Ahmed à Nantes, je crois. Ces 3 joueurs-là. Mais l'Égypte a commencé sa préparation depuis le 8, depuis avant-hier, depuis le 8. Tout simplement parce que tous les joueurs évoluent dans le championnat égyptien. Ils ont un football professionnel, local, qui est professionnel et qui maintient tous les joueurs en place. Moi, je dis le véritable problème, c'est vrai, la FIFA a posé le problème, mais il faut bien avouer aussi que les clubs, c'est eux qui payent. Ce sont les employeurs. Donc, naturellement, ils peuvent faire pression sur la FIFA. Et ce qui me désole le plus, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, à moins que je ne l'ai lu peut-être quelque part, la CAF n'a même pas encore blanchi. Voilà. Le président de la CAF n'a dit aucun mot à ce sujet. Ce qui est grave. Grave. Ce qui est très grave. Donc, je parlais de l'Égypte, ils n'ont pas ce problème. Moi, je dis, il faut qu'on arrive, les nations africaines arrivent à se prendre en charge et arrivent à se faire respecter en commençant elles-mêmes à installer un système pour que le respect vienne naturellement. Si on a des championnats bien corsés, des championnats locaux ou bien organisés, professionnels, où vous demandez à un joueur, ou un joueur est payé, même local ici, je n'ai pas une barre même d'1 million, vous pensez que avant d'aller faire un essai ailleurs, en Europe, vous pensez qu'il ne va pas réfléchir plusieurs fois avant de partir? Il ne va pas se jeter comme ça. C'est vrai qu'ils iront. Mais on aura maintenu une grande partie de ces joueurs-là sur le territoire afin qu'on puisse les récupérer à tout moment et les utiliser à bon escient. À bon escient. Donc, voilà, il faut repenser la politique locale. Voilà. On respecte l'avis de José Gatti. Repenser la politique locale. On va prendre la direction de Mbato. Retrouver M. Kofi Mathieu. Bonsoir, M. Kofi Mathieu.
Oui, bonsoir, le très grand d'Angelès. Vous allez bien? Oui, ça va. Et vous-même? Super bien. Je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Monsieur Kofi Mathieu, CAN 2025, libération des internationaux, quel impact sur les éléphants de Côte d'Ivoire? Il faut dire qu'il y aura un impact très négatif sur les éléphants. Parce que le premier, comment dirais-je, le premier, j'oublie un peu le mot. Ouais, allez-y, c'est pas bien grave. Le premier message que la FIFA avait envoyé concernant la libération des joueurs là, oui. Ils avaient donné une date. En fonction de cette date, l'entraîneur a fait un programme de préparation. Et quand le deuxième message est venu, évidemment, ça va bouleverser tout le programme. Ça va bouleverser le programme de formation. Et on avait prévu un match amical le 15. Si les joueurs même doivent être libérés le 15, ils vont arriver quand pour jouer ce match amical-là? Donc ça fait que ça devient compliqué. Et donc moi je crois que depuis longtemps, pour les observateurs, on a su que l'organisation de la CAN même n'a jamais été prise au sérieux par la FIFA et les clubs européens. Ils n'ont jamais accordé du crédit à cette compétition-là. Donc, il faut comprendre le trou par lequel, dès maintenant, il faut que les États africains se remettent en cause et cherchent à plutôt améliorer le niveau du football au niveau local. Parce que si on a la moitié de notre effectif qui joue sur le plan local, en attendant que les expatriés arrivent, on peut déjà faire on peut mettre une organisation en place. Mais au niveau des éléphants, tous les joueurs jouent dans les championnats européens. Sur la liste de foyers, il n'y a pas un joueur local. Donc, il va faire le regroupement avec qui? Il est obligé d'attendre. Surtout qu'on n'a pas le choix devant la FIFA. Donc, c'est difficile. Dès maintenant, il faut qu'on commence à réfléchir. Sinon, la CAN là-même, elle sera menacée un jour. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu, pour votre participation. Merci à vous aussi et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Allez, Noël Boli, même question pour vous. CAN 2025, libération des internationaux. Quel impact sur les éléphants de Côte d'Ivoire? Comme José l'a dit, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu de courrier de la part de la CAF. Non, mais c'est une aberration, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment envie de donner un petit peu pardon de l'expression, mon coup de gueule, parce que c'est une aberration. C'est une aberration. C'est-à-dire qu'on n'a aucun respect pour nous, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. Pourquoi? Alors, il faut quand même prendre le problème dès le départ. Il était question, au départ, qu'on organise cette CAN l'été dernier, c'est-à-dire au mois de juin ou juillet 2025. On nous a fait comprendre qu'il y avait une Coupe du Monde des clubs qui allait venir s'intercaler, donc il fallait qu'on décale notre CAN. Pourquoi pas? Motsepe, très copain avec Infantino, je ne les critique pas, mais apparemment ils sont très copains. On les voit dans toutes les grandes fêtes du football, main dans la main, ils parlent d'une seule langue. Enfin bref, ça c'est le côté visible des choses. Donc on a décalé pour décembre et janvier 2025. Là, on nous dit on va libérer les joueurs le 8 décembre. Déjà, je trouve que c'est un petit peu limite. Pourquoi pas? Les coachs, tous les sélectionneurs ont fait leur programme en fonction. Et là, on s'aperçoit qu'au dernier moment, il y a eu une espèce d'assemblée de tous les clubs pro européens, bien sûr, qui ont manifesté en disant « Oui, mais bon, vous savez, c'est nous qui payons les joueurs, il faudrait qu'on les libère un petit peu plus tard. » Donc, décision prise par la FIFA, par le biais de Infantino, très copain avec Motsepe, au passage, il faut que ça soit dit encore, qui cède à la vindicte populaire, et finalement, on les libère le 15. Entre-temps, il y a les matchs amicaux qui sont calés. Nous, on comprend les éléphants de Côte d'Ivoire. Le rassemblement se fera le 15, il me semble. Il y a un match amical qui sera juste le lundi ou le mardi. Excusez-moi, les joueurs, ils arrivent de tous les coins du monde pour faire un match amical un jour après. C'est impossible. Donc, la plupart des joueurs vont se réunir pour éventuellement le match amical du jeudi.
c'est trop tard. Je veux dire, on ne peut pas faire un seul match amical et faire des mises en place. On a quand même besoin de travailler un certain nombre de choses. Il y a des nouveaux joueurs. Il faut adapter une certaine philosophie. Là, on va aborder une compétition majeure. Donc, il y a un certain nombre de choses vraiment à mettre en place et c'est trop juste. C'est trop juste, pourquoi? Parce qu'on a un président de la CAF qui s'appelle Motsepe, que je ne critique pas. Je fais des constats. Motsepe qui a cédé à la demande de son ami, parce qu'ils sont très amis apparemment, qui a cédé à la demande de son ami qui est Infantino. Donc voilà aujourd'hui où on en est. Nous, on va encore prendre les pots cassés. Il y aura des joueurs, enfin la plupart des joueurs seront blessés parce qu'ils n'auront pas eu de préparation digne de ce nom. Et on va assister à une CAN revue à la baisse. Et après, qu'est-ce que les gens vont dire? Oui, mais vous savez, la CAN n'est pas de grande valeur. Voilà, tous ces éléments font qu'à un moment donné, je dis, j'en ai marre. Il y en a marre. À un moment donné, il faudra qu'on respecte un petit peu le continent africain. Et là, ce n'est pas le cas. On respecte la vie de Noël Bolivar par la direction de Yopougon. On retrouve M. Ibo. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, Dorgelès. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Allez, monsieur Ibo, CAN 2025, libération des internationaux. Quel impact sur les éléphants de Côte d'Ivoire? Bon, moi, je pense qu'il n'aura pas, selon moi, il n'aura pas d'impact négatif sur le rassemblement. Ok, pourquoi? Étant donné que c'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui se trouve dans cette position-là. Hein. Voilà, nous avons, en dehors de la Côte d'Ivoire, nous avons comme ça plusieurs pays de l'Afrique noire qui se trouvent dans cette position, en dehors peut-être des pays maghrébins. Voilà, donc moi je ne vois pas. Maintenant, quand on parle de la décision de la CAF, comme l'a dit bien dit Noël, voilà, avant que cette décision ne soit prise, je pense que Motsepe et Infantino se sont parlé. Voilà, c'est son ami, comme l'a dit Noël. Donc, moi, je ne vois pas trop une décision de la part de la Confédération africaine de football. Voilà, le mal aujourd'hui, comme l'a dit José Gatti, c'est l'organisation de notre championnat. Voilà, comme l'a dit, si peut-être un joueur ici en Côte d'Ivoire paye à 2 millions, les enfants ne partiront même pas ailleurs pour monnayer leur talent. Voilà, tant qu'on aura des championnats de bas niveau, mais je pense que chaque année, pendant la CAN, on sera toujours confronté à ce genre de problèmes-là. Voilà. Au niveau de l'Égypte, ils ont un championnat organisé. Quand on va en Tunisie, on va en Algérie. Mais c'est les championnats vraiment professionnels. Donc, ce qui permet à ces pays-là de dominer le football ici en Afrique. Mais en Afrique, moi, c'est dommage, et je le dis, tant que nous aurons des championnats aussi faibles, mais attendez qu'on soit toujours confronté aux décisions de la FIFA. Merci beaucoup, M. Ibo, qui nous appelait de la commune de Yopougon. Jean-Philippe aurait envie de parler. Déjà, pour répondre à la question, quel impact sera sur les éléphants? Ça aura déjà un gros désavantage sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Comme l'a si bien dit José Diati, l'Égypte a déjà entamé sa préparation depuis le 8. Donc les Égyptiens auront 2 semaines de préparation. Les Sud-Africains, qui ne comptent que 3 joueurs qui évoluent en Europe également, sont déjà en préparation. On a des pays comme l'Ouganda, le Soudan, la Libye, le Zimbabwe, qui ont des joueurs qui sont là, qui sont déjà en préparation. Donc ces équipes-là vont arriver forcément avec une meilleure cohésion que la nôtre. C'est là où je parle d'expérience qui fera la différence. Nos garçons vont devoir cravacher avec leur expérience pour petit à petit, au fil de la compétition, je dirais, se mettre au diapason des autres. Donc on risque d'avoir un démarrage très difficile face à des formations qui vont prendre 2 semaines pour se préparer, surtout à pouvoir passer le premier tour. Donc on risque d'avoir ce problème-là. L'autre volet, c'est que moi je pense que ceux qui respectent le plus les nations africaines, ce sont les clubs européens. Les clubs européens ont un grand respect pour les nations africaines, ont un grand respect pour les joueurs africains, parce que malgré la difficulté, malgré la problématique de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, ces clubs n'ont jamais rechigné à signer des talents africains, je dirais, dans leur ligne. Je me rappelle très bien que plusieurs clubs européens s'étaient déjà élevés contre l'organisation de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, parce qu'au sorti de la Covid, il n'y avait pas eu de temps de repos pour les joueurs. Les joueurs ont joué tellement de matchs, ils craignaient pour leur état de santé, pour leurs blessures, et ils ne voulaient pas que cette compétition-là se déroule à cette période-là. En ce moment, ça ne se déroulait pas de manière ricochet, la CAN allait se tenir.
Mais la Confédération africaine de football, je m'excuse pour ce que je vais dire, ça va heurter des sensibilités, mais elle se comporte comme une confédération qui est sous normalisation. Sous normalisation par la FIFA. Tous les événements concernant la Confédération, on a l'impression que toutes les décisions viennent de Zurich et ne viennent plus du Caire. Géré par M. Véron Mozengo, le président de la Fédération. Rares sont, je dirais, ce n'est pas un président politique comme on a pu l'avoir au temps de Issa Hayatou. Le président Issa Hayatou, face à la difficulté organisationnelle de la Coupe d'Afrique des Nations, avait décidé, après avoir discuté avec les clubs européens, de l'organiser en année impaire. Ensuite, d'essayer de voir dans quelle mesure cette compétition-là allait avoir 2 périodicités d'organisation. Quand on allait jouer en Afrique noire, à cause des raisons climatiques, on allait jouer cette compétition-là, c'est-à-dire dans la période hivernale du côté de l'Europe, et dans les autres zones de l'Afrique, en période estivale. Et les clubs européens avaient acquiescé. Le président Issa Hayatou à son âme n'a jamais voulu que cette compétition passe à 24 nations. Parce qu'il savait qu'à 16 nations, c'était beaucoup plus facile de négocier avec les clubs européens. Parce qu'à 16 nations, la compétition durait 2 semaines. Plus 2 semaines de préparation pour les équipes nationales. Donc les clubs étaient prêts à accepter que les joueurs partent sur leur continent pour 1 mois. Mais quand la compétition passe à 24, elle va se tenir du 21 décembre au 18 janvier. C'est 1 mois de compétition. Oui, mais c'est 2 matchs. En plein milieu d'une saison européenne. Si en plus de ça, vous prenez 4 semaines de compétition, vous donnez encore 2 semaines, comme on appelle, de préparation, mais imaginez le préjudice pour les clubs européens. Ils se privent pour certains de leurs meilleurs joueurs pendant 6 semaines. Voilà pourquoi ils ont dit, si vous voulez faire votre compétition à 24, vous devez vous arranger pour qu'elle se déroule en période estivale. Donc quand la Confédération africaine de football se couche devant la FIFA, parce que, qu'on se dise la vérité, la Coupe du monde des clubs qui s'est déroulée aux États-Unis, l'Afrique avait combien de représentants? À part peut-être, comment on appelle, le Al-Ali même, comment on appelle, du Caire. Non, je dis à part le Al-Ali, dont la plupart des joueurs jouent en sélection nationale. On pouvait organiser la Coupe d'Afrique des Nations durant cette période. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs africains engagés, concernés par l'événement. Mais comme la FIFA n'a pas voulu qu'on fasse ombrage à la première édition de la Coupe du Monde, ils ont fait arrêt sur toutes les compétitions qui devaient se dérouler et la CAF s'est aplatie. Donc les clubs européens, ils attendaient la CAF au tournant. Donc ils ont eu la CAF au tournant aujourd'hui et c'est de leur droit de refuser de libérer leurs joueurs pour 6 semaines. Et c'est une chance pour nous-mêmes de les avoir pour 5 semaines. Jean-Philippe Aurier, on va prendre la direction de Yopougon, retrouver M. Gogoua. Bonsoir, M. Gogoua. Allô? M. Gogoua? Allez. On l'a perdu. On va prendre rapidement la réaction de Jean-Martial d'abord et puis après, allez, Jean-Martial, on vous écoute. Après, sur la question de l'impact, premièrement, la règle est simple. C'est la mise à disposition des joueurs pour les équipes nationales 2 semaines avant, généralement, les compétitions internationales. Là, on passe à 1 semaine. Du coup, c'est vrai que pour la préparation des équipes, pour les entraîneurs, pour le staff technique, c'est compliqué. Mais ce n'est pas un problème lié principalement à la CAF ou à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu un précédent à la Coupe du Monde 2022 aussi, où vu que la compétition avait été organisée pour la première fois en hiver, il y a la même circulaire de la FIFA qui est sortie, qui a autorisé les clubs à conserver les joueurs jusqu'à 1 semaine avant le début de la compétition. Après, au niveau par exemple de la Côte d'Ivoire ou au niveau de certains pays qui ont beaucoup de joueurs en Europe, il y a certaines négociations qui sont faites au niveau des clubs. Il y a des clubs qui peuvent négocier, est-ce qu'on peut le garder encore ou un peu plus? Généralement, les joueurs préfèrent partir plus tôt parce qu'il y a plus de temps de récupération, il y a la disponibilité pour être préparé plus vite. Mais pour moi, ce n'est pas un problème en soi, ce n'est pas lié principalement à la Coupe d'Afrique ou à un manque de respect ou un manque de considération au niveau de la CAF. Non, c'est vraiment un principe qui est appliqué à toutes les compétitions internationales. Si la mesure s'impose, on la met, elle est applicable à tout le monde. Même au niveau de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, il y a des clubs qui ont libéré très tardivement des joueurs de niveau international. Donc voilà, pour moi, il n'y aura pas d'impact réel, quoi. On va prendre la direction de Bingerville, retrouver M. Bassam. Bonsoir, M. Bassam. Bonsoir, Dorgelès. Vous allez bien? Ça va. Super, allez. Nous allons super bien. Quand vous nous appelez Cannes 2025, libération des internationaux, quel impact sur les éléphants de Côte d'Ivoire, M. Bassam? Oui, Dorgelès, il y a vraiment un grand impact. Comme le dit Jean-Philippe, la CAF joue avec les pays africains.
Alors, on vous confie notre destin et vous jouez avec nous. Alors, comment on accepte les décisions de la FIFA, de la FIFA, je dirais, et on laisse les joueurs à 2 semaines, à quelques jours d'une CAN. Les joueurs sont encore là. À quel moment les entraîneurs vont préparer? À quel moment on va les faire une CAN? Et ils viennent, ils disent à chaque fois, oui, la CAN n'est pas importante, la CAN n'est pas importante. Bon, pourquoi? Si la CAN n'est pas importante, ce n'est pas la peine d'organiser une CAN. Voilà, parce que la CAF fait vraiment beaucoup d'erreurs en acceptant les décisions de la FIFA. Là, les joueurs, les clubs bien européens payent nous, les joueurs, mais quand même, quand la compétition arrive, il faut qu'on trouve un timing pour libérer les joueurs pour qu'ils aillent se préparer. Effectivement. Pour pouvoir jouer la CAN. Parce que la CAN, pour nous, en Afrique, c'est vraiment une fête. Oui. Voilà, donc, et si les joueurs ne sont pas vraiment en jambes pour jouer cette CAN, c'est pas bien. Ok. Merci beaucoup, M. Bassam, pour votre appel. Allez, bonne soirée à vous et bonne émission. Merci. Allez, avec Jean Martial, on le sait, hein, vous êtes l'agent de Yann Diomandé. Comment il a appris la nouvelle, surtout sa convocation pour la CAN 2025 qui arrive? Bon, je ne peux pas dire exactement parce qu'à l'heure à laquelle ça a été dévoilé, il était sûrement à l'entraînement, mais sûrement sur les réseaux sociaux. Donc bon, après, derrière, on avait un peu des bruits de couloir où, au vu de ses performances, on espérait qu'il soit dedans. Ce que je peux dire, c'est qu'il a été vraiment très content d'être sélectionné. Son rêve ultime, depuis gamin, c'était de jouer pour l'équipe nationale, ce qui a été réalisé. Après, il a compris très tôt que la place en équipe nationale se mérite. Il est arrivé pour une première sélection, tout de suite il est rentré dedans. Deuxième match, le coach l'a fait confiance. Il a donné le maximum. Et puis derrière, la consigne pour lui, c'était de continuer à performer en club parce qu'une place en sélection, ça se mérite simplement. Mais le sentiment, c'est que voilà, il y a la satisfaction, il y a la joie de participer à la CAN, quoi. Et quels sont les objectifs de Yann Diomandé? Les objectifs, honnêtement, pour en avoir discuté avec lui, la limite, on va dire, c'est le ciel. C'est le ciel, il n'y a pas de limite. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il garde les pieds sur terre. Et il sait très bien le faire. Et l'avantage, c'est qu'il est très bien entouré. Il est très bien entouré parce que... Et pour ça, je voulais féliciter aussi quelqu'un d'important, qui est M. Bamba Boubacar, qui est son père, Des Bamba, qui est connu sous le nom de Des Bamba, qui fait un travail énorme, qu'il a formé depuis la FISUD Komoé aussi. Mais pour Yann, c'est un potentiel qu'il faut tailler, qu'il faut accompagner, qu'il faut surveiller. Et la limite, il n'y a pas de barrière, quoi. On parle d'une valeur marchande de 100 millions d'euros. Est-ce que vous confirmez cela? Après, sa valeur est, c'est vrai, énorme. Il n'y a pas de confirmation d'information, on va dire. Mais c'est sûr que pour l'instant, dans sa progression, la fulgurance fait que voilà, il va pas coûter moins cher, on va dire. Allez, on va pousser pour Yann Diomandé. José Jati, avec combien de joueurs peut-on exécuter ou bien programmer une préparation quand on voit tout ce qui se passe en ce moment? Bon, je ne suis pas technicien, mais pour ce que j'observe en tant que journaliste, quand je vais aux séances d'entraînement, je pense qu'il faut le maximum de joueurs pour faire une préparation. Voilà. Dans les années passées, ce qu'on remarquait, c'était juste quelques joueurs qui arrivaient en retard. Juste quelques joueurs qui arrivaient en retard. C'est-à-dire maximum 3-4 joueurs qui arrivaient en retard. Et puis bon, avec ce qu'on voit, pour le coach, je ne pense pas qu'il puisse travailler. Voilà. Je ne pense pas qu'il puisse travailler parce qu'on a 24 joueurs qui jouent à l'extérieur. Qui jouent à l'extérieur. Allez, voilà. On va l'écouter, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, concernant cette question. Quand au départ, on apprend qu'on a les joueurs le 8, bien évidemment, on s'organise en fonction du 8, avec 2 matchs amicaux. Un qui était prévu le 15, un qui était prévu le 18 ou le 19, là, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus. En tout cas, on s'est organisé en conséquence. Et c'est vrai que quand à la dernière minute, on nous dit non, finalement, ça va être le 15, parce que les clubs ont mis la pression, nous, ça nous désorganise en fait tout un programme. On est obligé de revoir tous nos programmes à la baisse. De 2 matchs amicaux qui étaient prévus, on en a un qui risque aussi d'être annulé. Donc c'est une complication quand ça vient à la dernière minute comme ça, et ça nous oblige à revoir toute notre organisation. Donc je pense que
D'un côté, je pense que la FIFA devrait faire un effort pour respecter un peu plus, je pense, le foot africain. Prendre une décision une bonne fois pour toutes pour que tous ces problèmes en fait, liés entre les sélections et les clubs, parce que nous, en tant que sélectionneurs, on reçoit tellement d'appels des clubs, c'est une pression qui est tous les jours. À partir du moment où la FIFA a annoncé que ce serait le 8, on nous a appelés pour nous dire oui, mais est-ce que mon joueur il peut rester? Est-ce que vous pouvez le récupérer plus tard? C'est tout un processus où on est obligé de faire palabre avec des clubs alors qu'on n'a pas envie d'être en froid avec les clubs. Après, on nous dit que c'est au 15, donc là, c'est les clubs qui disent bon, finalement, est-ce qu'on ne peut pas pousser encore un peu plus? Donc, c'est très, très compliqué. Il faudrait que et la FIFA et la CAF s'asseyent pour une bonne fois pour toutes régler ce problème de date FIFA quand il s'agit de la CAN, parce qu'à un moment donné, c'est nous, sélectionneurs, qui prenons les pots cassés. C'est les joueurs aussi qui reçoivent énormément de pression de leur club pour soit ne pas venir ou soit venir le plus tard possible en sélection. Donc c'est compliqué pour tout le monde et ça n'arrange pas vraiment la préparation de la compétition pour toutes les équipes. Parce que j'ai discuté avec Walid aussi il y a quelques jours qui m'a dit exactement la même chose. Donc c'est compliqué pour nous. Donc il faudrait que la CAF et la FIFA s'asseyent et qu'ils décident une bonne fois pour toutes de la réglementation, d'une réglementation qui soit fixe pour chaque compétition, pour chaque CAN, et qui ne nous mette pas en difficulté, nous les sélectionneurs et les joueurs. Appelé surprise de la liste de Faye Mers, Wilfried Zaha a souligné son état d'esprit. On regarde. Juste un message pour tout le monde qui m'a envoyé de bons messages, parce que je ne veux pas répondre à des conneries comme ça seulement. Donc, c'est juste une vidéo pour dire merci à tout le monde. Tout ce que je peux faire, c'est juste venir donner tout ce que je peux pour le pays, et puis c'est tout. Le reste, je laisse à Dieu. Il laisse pour lui à Dieu. Notre Wilfried Zaha national, Nono Boli. Allez, réaction sur Faye Mers et Zaha. Il a tout à fait raison, Faye Mers. Je veux dire, à un moment donné, on bouscule un petit peu la programmation d'une sélection ou des sélections. C'est vrai que Jean-Martial a parlé tout à l'heure de la Coupe du Monde 2022, mais il n'y a pas de parallèle, parce que la Coupe du Monde 2022, il n'y avait pas de précédent. C'est-à-dire que nous, on avait calé déjà l'organisation de la CAN en été. Après, ça a été décalé parce qu'il fallait incorporer une compétition. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est vrai qu'il y a quand même quelques similitudes, c'est pas tout à fait... Je pense que Mers Faye a tout à fait raison. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Maintenant, Wilfried Zaha, je crois qu'on en a parlé... On en a parlé suffisamment hier. Il faut le laisser arriver. Il a été sélectionné. De toute façon, on ne peut plus rien faire. Il a été sélectionné. On espère que ça se passera vraiment bien et que ce sera l'élément qui va nous marquer le but à la finale de la Coupe d'Afrique. Hein. Et puis, on va oublier, vous savez, le football n'a pas de mémoire. Hein. On va oublier tout ce qu'on a dit avant. Et Jean-Phi, assis à côté de moi, il sera très heureux. Merci, prophète Nono. Rapidement, 30 secondes, José Diati. Depuis novembre, il ne joue pas. Quelle préparation pour Zaha avant cette CAN? Oui, mais déjà, il a fait une bonne saison à MLS. Il faut le souligner d'abord. Et puis, bon, c'est un garçon que moi, j'ai apprécié beaucoup. Et je l'ai toujours défendu. Voilà. On parle des statistiques, mais il a été quand même décisif à certains moments. Et je pense que le coach et le joueur ont trouvé un terrain d'entente. Je pense qu'ils se sont parlé et je pense qu'il va faire une bonne CAN. Allez, on écoute à présent le public sportif ivoirien. L'instance internationale doit vite libérer les joueurs pour qu'ils viennent préparer la CAN. La CAN, c'est la seule fête qui réunit tous les Africains. Il faut vite les libérer pour qu'ils viennent se reposer, se préparer encore pour aller compétir. Je pense bien que ça aura un impact sur les joueurs. D'abord, il aura la fatigue. Il faut bien se reposer, aller aux entraînements et puis commencer la CAN. La CAN, c'est dans 11 jours. Il faut vite les libérer. Et puis voilà. Je pense bien que si on les libère vite, il n'y aura pas d'impact. Mais si on ne les libère pas vite, ils vont attendre jusqu'au 15 ou je ne sais pas quoi, au 12, 10, moi je ne sais pas bon. Si on se base sur le fait que le coach, le sélectionneur Mers Faye, comme il a dit, il a fait la sélection en fonction des affinités et de l'esprit de groupe. Il s'est basé sur l'esprit de groupe pour faire sa sélection, sa liste. Je pense que les joueurs ont l'habitude de jouer ensemble, mais la plupart d'entre eux se connaissent. Donc je pense qu'il y aura vraiment une certaine cohésion qui va leur permettre, même en peu de temps, de pouvoir créer quelque chose de bien.
pour moi, je ne pense pas qu'il y aurait un impact négatif. Maintenant, ça va dépendre aussi peut-être des réalités du terrain, de la vie, on va dire, entre eux. Mais je ne pense pas qu'il y aura forcément d'impact négatif. Bon, je pense que cela aura tout d'abord un impact négatif parce que le laps de temps n'est pas assez pour que les éléphants viennent et puissent se reposer afin d'aller s'entraîner et pouvoir compétir à la CAN. Au niveau de la forme, au niveau du physique d'abord, du mental, voilà, tout et tout, ça va les casser. À l'instant, la réaction du public sportif ivoirien. Et puis, avant de se laisser, bien sûr, Jean Martial, un mot sur l'état d'esprit de Yen Diomandé avant d'aller à la CAN. Après, comme tout compétiteur, il ne va pas participer à la compétition juste pour participer. L'objectif, c'est de conserver le titre. L'objectif aussi de l'équipe nationale, c'est d'aller chercher la victoire, d'aller ramener le trophée pour une deuxième fois consécutive. Du coup, il y a quelques temps, on en avait parlé, mais pour lui, c'est voilà, donner le maximum, sortir les meilleures performances, représenter le drapeau. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour vos analyses. Et puis, on a apprécié votre présence sur le plateau de la grande team. José Diati, Noël Boli et puis Jean-Philippe Auria. Merci. Merci à toutes nos équipes en régie, autour du réalisateur Alan Mondesi. Et puis, un grand merci à notre chef d'édition, Vessoumo. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres numéros de la grande team. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Allez, salut. Avec super.